Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Aujourd'hui, je vous emmène sur la Côte d'Azur, sur les rives de la Méditerranée, à Cannes, où chaque année se déroule un événement sulfureux et glamour, le Festival de Cannes. Au cœur de l'histoire. Les films qui ont été sélectionnés l'ont été pour leur qualité propre. Tant Agnès Varda que André Arnold nous ont dit à plusieurs reprises, on espère bien que chaque fois que nos films sont sélectionnés, ce n'est pas parce que nous sommes des femmes, mais parce que nous sommes des artistes. Et il n'y aura jamais de sélection en discrimination positive pour des femmes. Toutes les femmes cinéastes qui ont émergé ces 3 dernières décennies sont venues montrer leurs films à Cannes. C'était Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui s'exprimait sur Europe 1 le 8 mai 2018. Il réagissait aux accusations d'associations féministes dénonçant une sélection officielle du festival, toujours trop masculine. Cette 71e édition intervenait seulement quelques mois après l'affaire Weinstein, qui avait ébranlé le 7e art. Car le Festival de Cannes, au-delà des cocktails mondains, des belles robes, est avant tout un lieu où s'expriment des idées. Des films novateurs et des réalisateurs engagés y viennent pour faire bouger les lignes de la société. C'est une vocation ancienne du festival de parler politique. Et je vous propose de plonger dans cette grande histoire du Festival de Cannes. Cannes, le 21 mai 1973. La nuit est déjà tombée sur la Croisette. C'est une de ces soirées paisibles de la Côte d'Azur qui invite au farniente. En ce printemps déjà avancé, comme chaque année, le Festival international du film, le plus prestigieux du monde, attire tous les regards. Smoking et robes de soirée se succèdent sur le tapis rouge. Pourtant, ce soir-là, un scandale éclate. Il est 22h. Dans une des salles du Palais des Festivals, la projection du film La Grande Bouffe du réalisateur Marco Ferreri vient de s'achever. À peine les lumières sont-elles rallumées qu'un attroupement se forme à la sortie de la salle. Les flashs des photographes crépitent pendant que les spectateurs tournés vers l'équipe du film redoublent de huées, de sifflets. C'est un bruit assourdissant. Le film a provoqué une véritable cohue qui tourne à l'émeute. Les protestations sont dirigées vers Marco Ferreri, qui, avec sa bonhomie habituelle et sa barbe de plusieurs jours, sourit fièrement et fait semblant d'envoyer des baisers de sa main à la foule mécontente. À sa gauche se tient les yeux écarquillés, un léger sourire sur le visage mais une cigarette à la main, Catherine Deneuve. Elle est venue accompagnée de Marcello Mastroianni, l'un des acteurs du film. Près d'elle, Juliette Gréco, au bras de Michel Piccoli. L'équipe essaye de faire front. Comment expliquer qu'un film provoque une telle colère de la part de certains festivaliers ? Écoutez les réactions très diverses des personnes qui sortent de la salle de projection, recueillies au micro d'Europe 1. Juste comme ça, la sortie, je sais pas, il faut que je décante un peu. Ah, c'est intéressant. J'ai mal au cœur. Très difficile à traiter et je crois qu'il y a réussi. Celui qui a le cœur sensible, ça va pas y aller. Trop long, bien joué, mais assez vulgaire. Vulgaire, sale, violent, le film de Marco Ferreri met en scène des quadragénaires issus de la bourgeoisie qui jouissent de tous les plaisirs tant culinaires que sexuels. Ils vont jusqu'à mourir en se gavant de nourriture en tout genre dans une orgie désespérée. On y voit les stars de l'époque, Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, s'étendre dans leurs excréments dans une lente agonie au bord de la mort. À travers ce film qui choque tant, Marco Ferreri épingle la société de consommation et l'hédonisme contemporain. Il caricature aussi la grande bourgeoisie. Mais le scandale rebondit. Certains se demandent comment la France a pu choisir un film aussi vulgaire pour se représenter elle-même au sein de la compétition. Il est vrai que l'année précédente, en 1972, le cru français de Cannes avait été assez mauvais et n'avait pas fait parler de lui. En cette année 1973, le comité de sélection du festival avait décidé de réagir et de proposer un film moins consensuel. Voilà comment La Grande Bouffe fait partie des 3 films sélectionnés qui concourent et représentent la France. C'est bien cela qui crée la controverse, l'image que ce film donne du pays organisateur de l'événement. C'est en tout cas l'avis de Maurice Druon, le ministre des Affaires culturelles de l'époque. Le lendemain de la projection cannoise, il monte à la tribune de l'Assemblée et prononce un discours. Il n'y a pas en France de censure politique et je ne me pose aucun problème de ce côté-là. Je vise ici uniquement les apologies de la violence gratuite et de la vulgarité sexuelle
qui caractérise un sous-cinéma dont certains producteurs et réalisateurs se sont fait la spécialité. Ainsi, avec La Grande Bouffe, Cannes s'était invité au sein de l'hémicycle et provoquait une véritable stupeur parmi le personnel politique. Finalement, cette année-là, la Palme d'Or sera attribuée à L'Épouvantail, un film de Jerry Sardsberg qui racontait l'amitié entre marginaux, arrivé en tête de la compétition avec un autre film ex aequo, La Méprise, d'Alan Bridges, qui racontait, lui, une histoire d'amour dans les années 20. Cette scène, au fond, caractérise bien ce qui fait la spécificité de Cannes. La présence d'acteurs prestigieux issus du monde entier et les vives polémiques qui jalonnent une sélection et des projections dans lesquelles le public s'investit pleinement. Les critiques de violence, les accusations de vulgarité n'ont pas cessé dans la vie du festival. En 1994, rappelez-vous, avec Quentin Tarantino pour son Pulp Fiction, il y avait eu encore une levée de bouclier. À chaque fois, le débat est acharné, comme si chaque film était une stricte prise de position politique. Vu de Cannes, en somme, c'est le cinéma qui fait l'histoire. Pour comprendre cette impression, ce lien crucial à la politique, au-delà du folklore des starlettes et des paillettes, il faut refaire le film du festival, revenir à ses origines et suivre cette grande histoire qui a commencé en 1939, l'année même de la création du festival. L'idée de créer un festival de cinéma en France a germé dans le monde du 7e art en 1937. Cette année-là, la Mostra de Venise s'impose depuis quelques années comme la plus grande fête mondiale du cinéma. En 1937, Adolf Hitler, le chancelier du Troisième Reich, apprend que les films allemands n'ont reçu aucune récompense importante et que le prix du jury est attribué à La Grande Illusion de Jean Renoir, un film qui évoque des prisonniers français pendant la Grande Guerre et qui donc donne une image médiocre de son pays. Le succès remporté par ce film pacifiste déplaît au chancelier allemand qui décide pour l'édition suivante de s'entendre avec le dictateur italien Benito Mussolini afin de dicter l'attribution des récompenses. En septembre 1938, le jour de la clôture de la Mostra, le jury, cette année-là, se réunit pour décider du palmarès. Il veut récompenser un film américain, mais Hitler décide d'intervenir. Il ordonne aux jurés de revenir sur leur choix. Hitler parvient ainsi à faire modifier le palmarès quelques heures avant l'annonce des résultats. Le documentaire de propagande nazie Les Dieux du Stade de sa favorite, la réalisatrice Leni Riefenstahl, et le film italien Luciano Serra, Pilote, de Goffredo Alessandrini reçoivent la Coupe Mussolini, la plus haute récompense de la manifestation. Au sein du jury, c'est la désolation. Certains des membres donnent leur démission avant même la proclamation des prix. Les représentants de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne quittent la Mostra et sont bien décidés à ne plus y revenir. Un Français en particulier estime que le monde du cinéma ne peut continuer à être sous la botte des forces de l'Axe. C'est Philippe Erlanger, le directeur de l'Association française d'action artistique. Dans le train qui le ramène en France, il se fait une promesse à lui-même. Donner au monde un festival libre, sans pression politique ni contrainte extérieure. Il se dit qu'un festival français pourrait concurrencer non seulement la Mostra de Venise, mais peut-être aussi tenter d'égaler la puissante industrie américaine. Il fait part de son projet aux responsables politiques français qui craignent d'envenimer les relations franco-italiennes. Après de longues hésitations, le gouvernement donne son accord à la réalisation du projet au printemps 1939. Les médias annoncent officiellement la création du Festival de Cannes, dont l'ouverture est prévue le 1er septembre de la même année. Mais c'est là que l'histoire avec sa grande hache va interrompre le plan ambitieux de Philippe Erlanger. Le 3 septembre, la guerre est déclarée et la mobilisation générale lancée. Le festival ne peut avoir lieu. Il faudra attendre la fin de la guerre pour la première édition du Festival de Cannes. Septembre 1946 marque le début d'une longue période où, d'année en année, cet événement cherche à devenir leader dans l'industrie cinématographique. Mais au-delà des actions industrielles et économiques, le festival continue d'entrer dans l'histoire politique. À la fin de la guerre, l'entente internationale et la coopération entre les pays sont la priorité des grandes démocraties. Le cinéma américain fait un retour fracassant en Europe,
depuis l'occupation allemande. Mais très vite, le contexte de la guerre froide s'impose. Pour les États-Unis qui prônent un monde occidental libéral, comme pour l'URSS qui souhaite l'expansion soviétique en Europe, le cinéma est un moyen privilégié de promouvoir leurs idéologies respectives. Le cinéma leur sert de propagande. D'un côté, les soviétiques craignent une déferlante cinématographique américaine dont les visées sont autant commerciales que politiques. Les Américains, eux, voient aussi que les Russes souhaitent imposer leur modèle de société dans l'Europe libérée. Dès 1947, la guerre froide bat son plein au cinéma. C'est une guerre des images qui se profile sur fond de diplomatie culturelle. En parallèle, depuis 1946, le festival commence à prendre son essor. Il faut dire que le cadre féerique et la qualité de la compétition n'y sont pas pour rien. Déjà, à l'époque, journalistes, producteurs et critiques de cinéma viennent du monde entier pour participer à ce nouveau rendez-vous. Mais des tensions se font sentir. Les films originaires du bloc soviétique ne sont pas vraiment les bienvenus. Pourtant, c'est un autre film qui va déclencher une véritable censure au Festival de Cannes. Le règlement de la manifestation autorise le jury à retirer un film par mesure de précaution en cas de problème. Mais en 1956, ce n'est pas n'importe quel film qui est prévu pour être projeté durant le festival. C'est un documentaire d'Alain Resnais, intitulé sobrement « Nuit et brouillard ». Il décrit le calvaire de la déportation et donne un aperçu de ce qu'a été la politique d'extermination. Mais l'Allemagne fédérale, tout juste née en 1949, ne supporte pas le maintien de cette image projetée sur son pays. Elle intervient donc auprès du président du Conseil de 1956, le socialiste Guy Mollet, et lui demande de faire retirer le film de la sélection. Guy Mollet accepte et intervient auprès du jury pour faire supprimer le film. Mais le jury se rebelle. Certains membres menacent de démissionner avec éclat. Le gouvernement français décide donc de chercher un compromis. Il sera trouvé. Nuit et brouillard va être projeté hors programme dans la grande salle du Palais des Festivals. Le jour de la projection, il obtient une ovation générale. La censure a donc à moitié triomphé. Mais le comité examine ensuite le cas du seul film allemand en compétition, Ciel sans étoiles, de Helmut Krautner, et il décide de le retirer de la compétition car l'œuvre dénonce les problèmes d'un pays divisé et plaide pour la réunification allemande. Les délégués allemands contestent la décision et quittent immédiatement le Festival de Cannes. Par l'intermédiaire des médias, l'affaire prend une grande ampleur. On accuse le comité de sélection d'avoir censuré le film allemand en représailles du retrait de Nuit et brouillard. Pierre Laforêt, le journaliste d'Europe 1 qui couvre le festival cette année-là, estime que le comité n'a pas de position claire et traite étrangement certaines délégations nationales. J'aurais voulu ne pas vous en parler, mais il me semble qu'il est pour le moins exagéré, sinon déplacé, d'avoir chassé d'une part la délégation allemande et osé présenter d'autre part ce film que j'ose qualifier de propagande. Il paraît qu'il ne s'agit que d'une question diplomatique, mais dans ce cas, disons sincèrement que le festival du cinéma n'a rien à voir avec le cinéma et ainsi nous serons tranquilles. Mais Pierre Laforêt utilise aussi un ton véhément pour dénoncer le traitement fait du film soviétique La Mer, un film de Mark Donskoy, qui pour lui n'est rien d'autre qu'un film de propagande. Ce film retrace la lutte de l'ouvrier contre le capitalisme durant les premières années de 1900. C'est très bien. Mais lorsque l'homme s'adresse à sa mère et lui dit « Quand donc y aura-t-il au monde des mères qui en verront se faire tuer leurs enfants dans la joie ?» je ne suis absolument plus d'accord avec le festival et la morale en général et je m'en excuse. En fait, la géopolitique était si présente en 1956 que pas moins de 9 pays avaient demandé à exercer un droit de censure pour des raisons politiques sur la sélection du festival. Après quelques jours d'agitation, le calme revient bien à Cannes, mais le débat rebondit dans la presse. Si bien que le gouvernement et l'organisation du festival vont décider de lever la censure et de ne se consacrer désormais qu'à la question artistique et de maintenir la liberté et l'indépendance pour les réalisateurs. Mais cela ne va pas empêcher de nouveaux scandales d'éclater. En 1960,
Federico Fellini remporte la Palme d'Or à l'unanimité avec son étonnante Dolce Vita. Mais le film, évidemment, ne plaît pas à tout le monde. Fellini aborde des sujets très controversés, comme le suicide ou le sexe. Il dresse le portrait d'une société italienne désenchantée. L'Italie est choquée, le Vatican aussi, mais il n'y aura pas d'intervention politique. En revanche, une période, un événement majeur, va cristalliser les tensions sociales à Cannes. C'est mai 1968. Pour comprendre comment les événements parisiens se sont invités sur le tapis rouge de la Croisette, il faut revenir au mois de février de la même année. Paris, 82 rue de Courcelles, un quartier bourgeois. Nous sommes le 9 février 1968. Il est 10h du matin et ce jour-là se tient une réunion du conseil d'administration de la Cinémathèque française. Autour de la table, l'ambiance est tendue. Il y a d'abord Henri Langlois, un homme d'une 50aine d'années, avec un air négligé, des cheveux mi-longs. Il est ancien critique et animateur de ciné-club. C'est lui qui a créé ce haut lieu du cinéma français. Depuis 1936, ce passionné du 7e art conserve les vieux films, les préserve des outrages du temps, les montre aux jeunes cinéastes de son temps. La Cinémathèque est à la fois une salle de cinéma, un musée et un fonds d'archives de bobines du cinéma maintenu en l'état. Ce n'est pas un organisme étatique, mais une association loi de 1901 subventionnée par l'État. Depuis quelques semaines, cette institution est en danger. Sous l'impulsion d'André Malraux, le ministre des Affaires culturelles, les administrateurs de l'association se placent dans une logique administrative et comptable. Alors forcément, lors de cette réunion du conseil d'administration, le ton se durcit. Les administrateurs mettent en avant la mauvaise gestion et les problèmes matériels dans la conservation des films. Un vote a lieu, au sein duquel les représentants des pouvoirs publics sont en majorité. La sentence tombe, Henri Langlois est évincé. Un nouveau directeur artistique est nommé pour la Cinémathèque française, un certain Pierre Barbin. La manœuvre d'André Malraux est de laisser l'État devenir majoritaire au conseil d'administration pour éviter des coupes dans le budget alloué à la Cinémathèque. François Truffaut, qui incarne la nouvelle vague dans le cinéma français, est également présent lors de cette réunion. En apprenant la nouvelle, il claque la porte et avertit la presse. La nouvelle se répand dans les milieux du cinéma et dans les milieux intellectuels du monde entier. La révolte gronde. Cette réunion marque le début de l'affaire Langlois. Le monde du cinéma est indigné. Il va se mobiliser en faveur du passionné de cinéma. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier prennent la parole. Des manifestations ont lieu dans Paris. Des tribunes qui dénoncent son limogeage. C'est comme un avant-goût de la crise de mai 68. Voici comment Claude Chabrol, le réalisateur, exprimait son attachement au lieu comme au personnage le 12 février 1968 lors d'une manifestation de soutien à Henri Langlois. La Cinémathèque, c'est Langlois. Si on supprime Langlois, on supprime la Cinémathèque. C'est pas parce qu'on amène trois loustiques pour... ça ne veut rien dire. C'est des trucs de fous, ça. Vraiment, c'est des trucs de déments. L'affaire Langlois tourne à la révolte contre le paternalisme, l'autoritarisme des pouvoirs publics. André Malraux va bien réagir. Il réintègre Henri Langlois dans ses fonctions le 22 avril. Mais entre-temps, un mouvement a commencé le 22 mars. Et la mobilisation s'est transformée en opposition artistique et culturelle au gouvernement de Georges Pompidou et à la présidence de Charles de Gaulle. Les enfants de la Cinémathèque, qui disent incarner le nouveau monde, défient ce qu'ils appellent le vieux monde, celui d'une société sclérosée, figée, incapable de comprendre le renouvellement des arts. Le 10 mai, la 21e édition du Festival de Cannes débute dans une atmosphère très particulière. À Paris, dans la nuit qui a suivi l'ouverture, des centaines d'étudiants ont occupé le quartier latin et dressé des barricades. La répression a été violente. 2 jours plus tard, c'est le pays tout entier qui se met en grève générale le 13 mai. L'événement restera appelé comme la nuit des barricades. Cette manifestation massive a de lourdes conséquences sur la Croisette. Ce n'est pas un film qui est au cœur du débat, mais toute la société française qui s'invite dans la sélection. Le festival devient le théâtre de la crise que la France est en train de vivre. D'un côté, il y a les auteurs, acteurs et réalisateurs déjà échauffés par l'affaire Langlois. Ils se sont regroupés autour d'un comité de défense de la Cinémathèque. Ils appellent à arrêter la compétition et les projections en signe de solidarité envers les étudiants et les ouvriers.
Ils dénoncent l'indécence de poursuivre des mondanités cannoises dans ce contexte de lutte sociale. Derrière leur combat, il y a aussi l'idée qu'il faut profiter de cette grève générale pour rendre au cinéma toute sa liberté. Et en face, il y a l'organisation du festival, les producteurs et les impresarios, tout le monde de l'industrie. Eux veulent poursuivre la compétition, même s'ils acceptent l'arrêt des dîners et des cocktails. Entre les deux camps, un bras de fer se joue. Le 18 mai, la projection du film Peppermint Frappé de Carlos Saura est fortement perturbée. Le réalisateur lui-même refuse que son film soit projeté. Voici comment s'est déroulée cette séance d'après Pierre Bouteiller, notre journaliste sur place. Robert Favre-Lebré, le patron du festival, a essayé d'avoir les opposants au forcing en faisant éteindre dans la salle et en faisant commencer la projection du film espagnol, mais les manifestants ont coupé le son et ils se sont agrippés au rideau qui de ce fait n'a pas pu se lever. On projetait donc un film sur un rideau gris agité de soubresauts, autant dire qu'on n'y voyait rien, on n'entendait rien non plus. Mais il existe un autre acteur, car pendant cette projection catastrophe du 18 mai, les festivaliers, venus voir des films, hurlent leur mécontentement. C'est d'ailleurs sous leur huée le 18 mai que Jean-Luc Godard, dans la petite salle Jean Cocteau du Palais des Festivals, tient une conférence de presse. Des journalistes venus en nombre interrogent le réalisateur sur la qualité des films projetés. Godard s'emporte, les insulte et dénonce le fait qu'on vienne lui parler cinéma, alors que depuis plusieurs jours, il appelle au ralliement avec les grévistes. Quelques minutes plus tard, sur scène, les réalisateurs tchèques et français, Milos Forman et Claude Lelouch, annoncent devant l'Assemblée le retrait de leur film en compétition. À cela s'ajoute la démission de 4 membres du jury, dont celle du réalisateur, très célèbre, Louis Malle. De fait, le festival ne peut plus avoir lieu sereinement. Le lendemain, le dimanche 19 mai, la compétition est interrompue, le festival est officiellement arrêté, aucun prix ne sera remis. 68 est vraiment une exception dans l'histoire du festival, car au fur et à mesure des éditions, il avait pourtant pris un essor considérable jusqu'à devenir le point de rendez-vous incontournable des métiers du cinéma. À chaque édition, les acteurs et les actrices les plus en vogue foulent le fameux tapis rouge, accordent des interviews devant le bleu azur de la Méditerranée. Mais Cannes, avec les années, reste fidèle à elle-même. Le festival récompense des films qui défendent des valeurs et une vision libre du cinéma, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Chaque année va avoir ses polémiques grandes ou petites. La haine de Mathieu Kassovitz en 1995, Irréversible de Gaspard Noé en 2001, Fahrenheit 9/11 de Michael Moore en 2004, Antéchrist de Lars von Trier en 2009. Tous ont choqué la critique ou le public, voire les deux. Et la géopolitique n'est pas vraiment loin. Rappelez-vous en 1995 de la polémique autour du film d'Emir Kusturica, Underground. Kusturica accusé d'être un soutien des Serbes et de défendre une idéologie mortifère. Quelques temps plus tard, le débat va rebondir autour d'autres réalisateurs indépendants soutenus par le festival. Je pense notamment aux réalisateurs iraniens. Depuis 2009, Jafar Panahi et Mohamed Rasoulov sont devenus des symboles, des emblèmes de la répression artistique en Iran. Les deux hommes ont été arrêtés le 1er mars 2010, soupçonnés de préparer un film hostile au gouvernement, après la réélection contestée du président Ahmadinejad en juin 2009. En décembre 2010, ils ont été condamnés à 6 ans de prison, assortis d'une interdiction de filmer et de quitter le territoire. Pour Cannes, cette condamnation était un scandale. Et dès 2010, le jury a invité Jafar Panahi, alors emprisonné, à faire partie de son jury. Le cinéaste a donc été libéré sous caution le 25 mai, après une détention de 3 mois et une grève de la faim d'1 semaine. Panahi, c'est l'une des figures les plus importantes de la nouvelle vague iranienne. Ses films pointent des inégalités et l'absence de liberté en Iran, parfois même avec ironie, comme dans Taxi Téhéran. Mais il n'est pas le seul réalisateur iranien menacé. Écoutez le discours d'ouverture de la 70e édition du Festival de Cannes, avec Monica Bellucci, alors maîtresse de cérémonie. Dans sa robe noire, Christian Dior, elle se tient aux côtés du réalisateur iranien Asghar Farhadi, qui est également dans le collimateur des autorités de son pays. À cette occasion, l'actrice rappelle le rôle historique du Festival de Cannes
en termes de défense de la liberté d'expression. On est tous des stars, on est tous des étoiles, chacun à sa manière. Mais il y a des étoiles qu'on empêche de briller et qu'on empêche de s'exprimer. Le Festival de Cannes donne à chaque étoile la possibilité de retrouver la parole et la lumière qu'elle mérite. Bonne lumière à vous tous. Nous déclarons ouvert le 70e Festival de Cannes. Bravo. C'est ainsi que depuis plus de 70 ans, le Festival de Cannes est à la fois lieu tenté par la censure et lieu d'expression et de défense de la liberté d'opinion. Difficile aussi d'aborder cette grande histoire de Cannes sans parler de la dernière polémique en date, celle de 2018. Rappelez-vous, le samedi 12 mai 2018, une fois de plus, le festival soutient un des combats contemporains. Ce jour-là, 82 femmes montent les marches du palais du festival sur le tapis rouge, un an après l'éclatement de l'affaire Weinstein. Ces femmes demandent l'égalité salariale. Parmi elles, les membres du jury, dont la présidente, Cate Blanchett, des réalisatrices, des actrices, mais aussi de simples monteuses, des productrices ou des décoratrices. Chacune rappelle comment, notamment depuis le début du festival, sur les 1645 films sélectionnés en compétition, seulement 82 avaient été réalisés par des femmes. Sandrine Bauer est une productrice française présente lors de cette montée des marches et elle explique l'ambition. Nous, en tout cas, du côté collectif, ce qu'on veut, c'est interpeller partout où les décisions se prennent, c'est-à-dire les pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi les conseils d'administration des festivals, les conseils d'administration des grandes institutions, à réfléchir à la problématique de la parité et de la diversité. Enfin, c'est simple, hein, c'est soit il y a égalité, soit il y a parité, soit il n'y a pas. Et je pense que c'est assez simple de faire le switch. Bien sûr, autour du mouvement MeToo et du féminisme, Cannes a vécu un moment particulier entre tensions sociales et revendications politiques. Au fond, il retrouvait cette tradition qui a été posée dès le moment où on a conçu cette manifestation comme l'occasion pour valoriser la démocratie et ceux qui la font vivre. Mais au-delà de ces péripéties, ce qui frappe, c'est qu'au Festival de Cannes, chaque sélection se vit dans l'attente de la prochaine polémique à venir. Cette année, sans doute, les Gilets jaunes s'inviteront-ils sur la croisette et feront vivre un autre soubresaut au Festival de Cannes. On l'aura compris, au-delà de l'industrie du rêve et du glamour, le Festival de Cannes fait vivre un autre idéal. Celui d'un art au cœur de la cité. Un art qui alimente les grands débats et les enjeux de notre société. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Adèle Salmon, réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.